Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette 7e et dernière partie de la FAQ, c'est pas trop tôt. Je vous remercie de m'avoir posé toutes ces questions et avec toutes ces réponses, la durée de l'enregistrement, eh bien, elle est inférieure à la FAQ précédente. Elle a duré, cette FAQ, en enregistrement brut, 9h50 environ, étant donné que là je suis moi-même en train d'enregistrer. Que vous dire de plus? Je vous remercie de me suivre, ça me fait vraiment très plaisir. Nous allons continuer à aller de l'avant, puisqu'à chaque fois les FAQ c'est un peu les bilans de l'année. Sur l'année j'ai quand même fait on va dire une centaine de vidéos environ, peut-être un peu plus. Et ça continuera peut-être avec un peu plus de vieux films, on m'en a demandé, et aussi peut-être un peu plus d'analyse. Mais bien sûr, il faut me laisser le temps de les faire. Donc les critiques sont là pour combler le temps, en quelque sorte, ne pas vous laisser en reste. Surtout que au final, j'ai trouvé un petit peu un compromis, on va dire, avec beaucoup d'informations sur le film même qui m'ont fait, et bien sûr une contextualisation. C'est pour ça que j'aime bien parler des vieux films, parce qu'il y a un lourd passé et une lourde histoire autour de ces films. Je pense qu'il y aura peut-être un tout petit peu plus de vieux films, ça j'en sais rien en fait, ça dépend de ma dextérité et de ma compétence à écrire quelque chose dessus. Par contre, en analyse, je peux tout de suite vous dire qu'en mi-mars à peu près, vous aurez une semaine où il y aura 2 analyses sur des films d'arts martiaux. Alors attention, ce seront des gros morceaux puisque ce seront 2 analyses en duo, donc des analyses que j'aurais fait avec quelqu'un. Voilà, il y a du lourd. N'hésitez pas, si vous sentez le cœur vaillant et l'esprit analytique, de proposer vos services parce que c'est toujours très très intéressant des analyses en duo. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez participer également, parce que je suis toujours à la recherche de personnes pour faire ces vidéos là. Je tiens aussi à rappeler qu'il y a des personnes qui me posent des questions ou qui commentent et dont je ne peux pas répondre en commentaire parce qu'ils ont des options sur YouTube qui bloquent tout simplement au droit de réponse en quelque sorte. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour dans les paramètres, parce que peut-être après vous allez vous dire mais le Valérian, mais il ne répond pas à mes interrogations, c'est pas possible. Ouais, oui, mais je voudrais, mais voilà, je peux pas. Donc ouais, n'hésitez pas à faire un tour dans vos paramètres Google Plus ou Google ou je sais plus trop quoi pour voir ça. Après, si c'est un véritable choix, c'est vous que ça regarde, j'ai envie de dire. Nous allons peut-être maintenant passer aux questions. Mais avant toute chose, je vais revenir rapidement sur les Oscars. Je ne reviens pas sur les Césars parce que je n'ai pas vu grand chose et je n'ai pas grand chose à redire. Dans les Oscars, je voudrais juste évoquer quelques points. Déjà, l'Oscar d'honneur, Hayao Miyazaki. J'aurais souhaité en fait l'année précédente que Miyazaki ait eu son Oscar pour Le Vent se lève. Ici, il se trouve que ce n'est pas le cas. Je trouve ça dommage en fait de l'avoir récompensé après coup, du genre on vous oublie pas, on vous donne un petit Oscar, voilà, comme ça vous compléterez votre collection. Alors ensuite, je vais peut-être évoquer rapidement le cas du meilleur film d'animation, Les Nouveaux Héros. Je suis pas franchement convaincu. En fait, les titres qu'on voit, c'est des titres plutôt assez médiatisés, en tout cas médiatisés en France. Oh, j'aurais dit Dragon 2. Personnellement, après je n'ai pas vu Kaguya et Le Chant de la Mer, donc ce serait difficile pour moi de juger l'entièreté. En fait, je vois pas en quoi Les Nouveaux Héros seraient le meilleur par rapport aux autres. Ça reste un bon film, Les Nouveaux Héros, j'en ai pas fait de critique, mais pour moi je trouvais que c'était quand même un assez bon film, donc pourquoi pas. Ensuite, meilleure musique du film, Alexandre Desplat. Bon, personnellement, un petit Hans Zimmer, ça m'aurait pas fait de mal, mais bon, la musique de Budapest Hotel est pas mal, donc je peux le comprendre. Ouais, c'est pas un mauvais choix. Il y a eu aussi un excellent choix, c'est Interstellar pour les meilleurs effets visuels. À mon avis, son grand rival devait être La Planète des Singes, mais Interstellar propose des effets visuels réels, tournés et non pas fabriqués par de l'ordinateur. Le plus possible, bien entendu. Des choses qui se perdent un petit peu en ce moment, donc en récompensant les effets visuels d'Interstellar, l'Académie souhaite quand même récompenser le réel, le classique, quelque chose de traditionnel, voilà. Alors que nous allons voir les premiers prix sont attribués à des films très osés et très contemporains dans leur technique. Meilleur mixage son, je suis assez d'accord, Whiplash est vraiment très bon, de même que meilleur montage son. Les films de guerre ont souvent la cote
Et là, il faut bien voir que il y a un gros travail de montage son pour le film de Clint Eastwood, American Sniper. Donc je suis assez d'accord avec ça également. Meilleur montage, alors je suis très content que The Imitation Game ne l'ait pas reçu, que Boyhood ne l'ait pas reçu, parce que Boyhood, bien sûr, ça a l'air super impressionnant et tout ça, mais en fait, c'est le monteur, il monte les séquences. Point barre. Je veux dire, c'est pas parce que ça a été fait sur 12 ans, je crois, que le film, il aura un montage formidable. Non, c'est un montage assez classique. C'est juste que le monteur, il revient tous les 6 mois, quoi. Oui, mais c'est presque ça. Alors que Whiplash, dans le rythme, il y a vraiment quelque chose de travaillé par rapport au ton, par rapport aux musiques. Donc c'est vrai que le film, il est bien monté. C'était vraiment bien réussi. Personnellement, j'aurais peut-être mis dans la liste de nominés Interstellar. Mais bon, je pense que Whiplash est peut-être le meilleur de la liste. Hein, et certainement pas Imitation Game. Hein. Alors là, meilleure photographie, bah bien sûr, Birdman, c'est incroyable ce qu'il a fait, Lubeski. Après, Grand Budapest Hotel, je l'ai vu récemment. C'est très beau. C'est très réussi. Je pense que ça devait être vraiment le prétendant, l'opposant vraiment véritable. Hein. Grand Budapest Hotel, il y a de ses couleurs. C'est très bien représenté. Bien sûr, il y a un travail du cadre, un format en 4/3, donc on recompose l'espace d'une certaine façon. Maquillage, costume, décor, je suis d'accord avec ça aussi. Grand Budapest Hotel a un cachet esthétique, surtout les décors. Alors là, les décors explosent tous ceux de la liste. Il n'y a même pas à remettre ça en cause. Scénario adapté, Imitation Game, adapter la vie de quelqu'un c'est très compliqué. Je pense que ce film est peut-être le meilleur. Après j'ai pas vu Inherent Vice ni Une merveilleuse histoire du temps, donc je ne peux pas dire. Ensuite un meilleur scénario original ou Birdman, pourquoi pas. Franchement je n'ai rien contre lui, pourquoi pas. Alors les actrices, je n'ai pas vu les 2 films, c'est-à-dire Still Alice et Boyhood, donc je ne peux pas trop en parler. Par contre, J.K. Simmons, je suis bien d'accord pour Whiplash, il a vraiment une présence importante qui étincelle, une présence charismatique en fait. Meilleur acteur, Eddie Redmayne, je n'ai pas vu le film, donc je pense que c'est très impressionnant la façon dont il joue et l'évolution du personnage est perceptible. Après, moi j'aurais préféré Michael Keaton, honnêtement. Mais Birdman n'est pas en reste, j'ai envie de dire, puisqu'il a le meilleur réalisateur et le meilleur film. Whiplash c'est bien, mais ça va pas jusqu'en haut. J'ai envie de dire que peut-être Grand Budapest Hotel, American Sniper et Une merveilleuse histoire du temps pouvaient être vraiment de sérieux concurrents. Mais Birdman, enfin... La réflexivité de ce film, le jeu d'acteur, la technique, tout est vraiment très maîtrisé. Donc là, c'est sûr, c'est difficile de faire quoi que ce soit contre un tel film. Hein. Voilà, je vais pas dire davantage sur les Oscars, je voulais juste faire une petite review très rapide. Nous allons maintenant vraiment passer aux questions. Une question du ciné enchaîné. Alors ces 2 questions, les que penses-tu d'eux? Je sais pas si t'étais là quand je l'avais dit, mais je n'aime pas ces questions. Parce que c'est tellement vaseux, c'est nébuleux comme type de question. Que penses-tu du cinéma de Martin Scorsese? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? C'est pas contre toi, hein. T'inquiète pas, avant on m'a aussi posé des questions comme ça, hein. Et je leur ai dit la même chose. Hein. Mais que penses-tu du cinéma? Ça sert à rien, enfin, c'est tellement au bateau et c'est tellement vaste que je peux pas te répondre des trucs forcément tu t'attends, ouais il va me faire une réponse de fou, mais même pas, mais faut arrêter avec ces questions. Hein. Ce que je peux te dire par exemple, c'est en termes de films de gangsters, des films de mafia, des trucs comme ça, je préfère largement Scorsese à Coppola. Même généralement je n'aime pas trop le film de Coppola, c'est une affaire de mise en scène, de jeu d'acteur je pense aussi, je préfère Scorsese. Je sais pas, son style est plus punchy, il me parle plus, il est plus claquant, il est plus clippé, je pense, que celui de Coppola qui est plus classique. Et après je passe à l'autre question. Ah bah oui, mais je passe à l'autre question. Non mais si tu avais un truc plus précis, je pense que ma réponse serait plus intéressante. Mais je suis désolé, et l'autre question aussi, je vais la cravater cette question là, parce que c'est pas possible quoi. Que penses-tu du cinéma de Rodriguez? J'ai pas vu tant de films que ça. Ouais, c'est sympa. C'est pour ça que quand tu fais le lien avec Tarantino, oui, ils sont dans le même trip quoi.
Après c'est un trip que je ne connais pas forcément, donc je vais pas trop m'avancer, mais ils sont dans le même trip, donc c'est pour ça qu'ils travaillent un petit peu ensemble, qu'ils se soutiennent et qu'ils sont, je pense, de bons amis. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde de plus, quoi? C'est pas forcément des cinémas qui m'intéressent, hein. Rodriguez, Tarantino, de la référence à outrance, des choses comme ça. Après c'est aussi des films qui brassent, qui m'intéressent pas forcément, la blaxploitation, des vieux films paumés, les films un peu underground, c'est pas forcément des types de cinéma qui me fascinent, donc je suis un petit peu, comment dire, à l'extérieur de la fête, quoi, du bâtiment où il y a la fête. Donc je regarde, mais je me presse pas pour les regarder, quoi. Je préfère presque plus Tarantino que Rodriguez, mais je me pose pas ces questions, c'est pas des gens que j'ai dans mon collimateur, donc ouais, ok, sympa, au suivant, quoi. Non, c'est vraiment ça, hein. Voilà. Non mais voilà, si tu voulais peut-être des réponses plus longues ou je sais trop quoi, il fallait poser des questions plus précises. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ne te force pas à poser des questions parce qu'il y a la FAQ. Tu sais que tu peux me poser des questions sur toute l'année, des trucs peut-être plus précis, et moi je les mets en texte. Il y a des gens qui ont attendu une année pour avoir leur réponse, et ils l'ont eu. Là, il y avait Tom Mioche qui m'avait posé une question sur les films catastrophes. Il a attendu une année, et il a attendu, et il a eu ses réponses. Et il est très content. Donc franchement, prenez un peu de temps aussi pour poser un petit peu votre bonne question. Que là, il y a une FAQ, faut vite que je balance une question. C'est un peu ridicule, quoi. Et après, moi, je suis gêné parce que je vois des questions, c'est pas terrible. Dans l'ensemble, je dois vous dire quand même, dans l'ensemble, les questions sont pas mal. Il y a des trucs très chouettes, il y a des vraies questions, des gens qui se posent des petites questions, par exemple là la personne qui m'avait posé la question sur le redoublage pour les bandes annonces, des trucs, c'est vrai qu'on voit et les gens qui ne sont pas forcément dans le milieu, ils se disent pourquoi il y a ça, et ça c'est des questions qui se posent. Donc moi j'essaye de donner au moins un peu mon avis dessus, je suis pas un expert bien entendu, mais je donne mon avis sur l'affaire. Ça c'est des questions qui sont intéressantes. Mais le que penses-tu de, on va la décliner avec tous les réals de la Terre. Non, pitié, pitié, pitié. Ne m'en veux pas, hein, ciné enchaîné, mais c'est des questions que je n'aime pas trop. Comme j'avais dit là pour FAQ, ce sont des questions paquebots, tellement c'est bateau. Voilà. Donc si on pouvait s'abstenir de ce genre d'interrogation à l'avenir, ça me serait bien agréable. En tout cas, je te remercie pour tes questions, c'est bien essayé. Try again. Voilà. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à bientôt. À bientôt, ciné enchaîné. Ensuite, une question de Galorian. Penses-tu qu'au même titre que la musique, l'art plastique, le cinéma devrait être abordé à l'école? Déjà, une première chose avant de commencer ta réponse, très bonne question au passage, je dois dire. Quand je parle des fois des commentaires auxquels je ne peux pas répondre parce qu'il y a des options sur YouTube à activer, eh bien typiquement, toi, je ne peux pas répondre à ton commentaire. Donc essaye de regarder dans les options de paramètres de YouTube ou de ton profil, je sais pas trop quoi, tu trouves sur Google les informations pour essayer de débloquer ça, parce que moi je voudrais te répondre pour dire ouais c'est bon, j'ai pris ta question en considération et tout ça. Et je peux pas. Et même après, si tout d'un coup tu me réponds sur une de mes critiques ou analyses, moi je pourrais pas te répondre. Donc essayez de regarder un peu dans vos paramètres, hein, ça c'est important. Mais tu me poses une question qui est très intéressante, c'est-à-dire l'éducation à l'image. Le cinéma devrait être abordé à l'école. Je pense pas le cinéma, mais l'audiovisuel général. On a par exemple de l'éducation à l'image pour les classes, c'est-à-dire si je me souviens bien qu'ils vont voir un film et après ils débriefent sur le film avec tout plein de petits ateliers, des choses comme ça. On a des livrets pédagogiques sur des films, sur des documentaires. Je pense par exemple, puisque j'ai travaillé sur ce film-là, vous aurez peut-être une critique cette année sur Home. Et Home, le film de Yann Arthus Bertrand, eh bien, il a un livret pédagogique et on peut s'en servir pour le travailler à l'école. Donc il y a des films qui sont travaillés à l'école, qui sont abordés. On a aussi des ateliers, c'est pas vraiment des ateliers, mais c'est, on va dire, des options au lycée de cinéma. Mais après, que ça soit lié comme la musique et l'art plastique, c'est très délicat. Je pense que quand même dans, on va dire, 10 ans, je pense que ce sera un peu nécessaire de parler de l'image. Mais vraiment, de la même façon qu'on parle des mathématiques ou du français. Il y aura un moment, un truc qu'on pourra plus nier l'importance de l'image et comment on la décode et les dangers aussi de l'image, de l'audiovisuel et tout ça, ça aura pris une telle dimension qu'on pourra plus l'ignorer. Un moment ça viendra, mais le grand problème quand on parle d'éducation, c'est le temps
Comment voulez-vous placer une matière supplémentaire avec tout ce qu'on a déjà d'accumulé et qui ne cesse d'augmenter? Je veux dire, les cours d'histoire, l'histoire ne s'arrête pas. Je me rappelle, quand j'ai eu mes derniers cours d'histoire, je crois c'était en seconde, on avait commencé à aborder le 11 septembre. Déjà! Alors imaginez, aujourd'hui, ou peut-être dans 10 ans, on aura eu peut-être de nouveaux crashs boursiers, peut-être des nouvelles guerres, la révolution arabe qui est peut-être déjà dans les bouquins aujourd'hui. On a plein de trucs. Le notion de terrorisme, je pense à l'époque où mon frère a fait son lycée, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir une double page sur ces mouvements-là et ce qui s'est passé depuis le 11 septembre. L'histoire ne cesse d'avancer. Il faut aussi éduquer les jeunes à ça, qu'ils en soient conscients. Et donc ça rajoute des pages. Et des pages qu'on va apprendre sur quoi ? Sur l'histoire de la Révolution, sur l'Antiquité, qui est, je crois, pour peut-être ceux qui sont en 6e, 5e, je sais plus quand on le fait, mais je me rappelle qu'en 6e, c'était énorme, on faisait les Égyptiens, les Gaulois, et les trucs comme ça, et les profs, ils étaient tout fous quand ils parlaient de ça. Ou le Moyen-Âge, c'était épique, le Moyen-Âge. Avec les mecs qui nous font une désillusion totale, mais un combat au Moyen-Âge, c'était 50 personnes et c'est tout. C'était pas comme vous voyez dans les films hollywoodiens, c'est des conneries. Non, c'était énorme. Mais voilà, le grand problème, c'est que tu as plein de choses qui vont s'accumuler et à la fin, après les gens, ils se plaignent, notre enfant, il fait trop d'heures et tout ça. Ben oui, parce qu'il y a tellement de choses à faire apprendre. C'est très délicat, quoi. Donc, rajouter encore une option, je suis pour. Le cinéma devrait être abordé à l'école, l'audiovisuel plus général. Ça inclut la télé, ça inclut l'animation, ça inclut les pubs, très important, les pubs. Mais après, dans quel cadre, comment on peut faire, en guise d'option, je dirais. Mais ça reste délicat. Mais ça devrait être plus systématique. Ouais, moi je suis assez sensible quand même à l'éducation à l'image. J'en ai pas vraiment fait. Je pense que dans les années à venir, on arrivera à mettre un peu plus d'audiovisuel dans l'éducation de nos enfants. Je vais répondre aux questions de Silverleak 3 qui me pose des questions sur les jeux vidéo. Que penses-tu des adaptations des jeux vidéo en film? Je crois avoir déjà répondu à ce genre de questions. Je pense que les réals issus de la génération jeux vidéo vont bientôt avoir le pouvoir pour réaliser des choses un peu plus intéressantes. C'est aussi une affaire de mentalité des producteurs qui vont bien sûr faire place à de nouveaux producteurs plus jeunes et qui auront intégré le jeu vidéo dans leur mode de vie et qui vont après peut-être fournir des choses un peu plus proches de ce qu'on pourrait attendre, quelque chose de plus proche de l'univers, pas forcément traduire des choses du gameplay en film ou des choses comme ça, mais déjà une vision plus correcte de ce que peut dépeindre l'univers présenté dans le jeu vidéo. Pourquoi les 3/4 du temps ces adaptations sont mauvaises? Alors ça c'est une question de goût, oui, ça c'est vraiment une question de goût. J'ai pas été horrifié par les adaptations parce que sûrement j'ai pas joué au jeu, mais c'est pas mauvais, Franchement le mauvais c'est parce que les gens ne sont pas très éduqués à l'image et ne savent pas trop de quoi ils parlent en termes d'esthétique, d'histoire et aussi de production d'un film. C'est pour ça que moi mauvais, ça reste à voir, Ça c'est une question extrêmement subjective je trouve. Est-ce qu'un jour, dans un avenir proche, le cinéma et le jeu vidéo travailleront souvent ensemble pour faire des films jeux vidéo? Heavy Rain, c'est pas déjà un peu un film jeu vidéo qu'on peut aller voir au cinéma et jouable en même temps? Il y a eu déjà des tentatives. Je crois qu'il y avait un Pong dans une salle de cinéma, mais c'est des trucs avec des capteurs de mouvement. Il y avait aussi une sorte de film interactif où on proposait des choix aux joueurs. J'en avais déjà parlé de ça. Oh là là, je crois que c'était dans ma 2e FAQ. J'en avais déjà parlé. Si tu veux peut-être des détails, je t'invite à aller voir les quelques questions. Tout est en description de vidéo. Donc regarde un peu peut-être dans les FAQ précédentes. Ouais, ça j'en ai déjà parlé de cette affaire. Bon, je pense pas. Parce que ça nécessite quand même un travail dans les salles de cinéma tout court qui sont peut-être un peu lourdes. Et puis moi, tout d'un coup, si je veux aller à un endroit et pas à l'autre, non, parce qu'il y a le mec qui est en face et qui joue, parce que dans la salle de cinéma, il pourra y avoir une seule personne qui joue, Ou alors il faudrait... non, mais ça, c'est des trucs... Les salles de distribution fermeraient, seraient en faillite, parce qu'il faudrait rénover un parc, il faudrait rénover toute la salle, tous les branchements. Non, c'est juste impossible. Parce que, comme ça, vous pensez, le cinéma, mais c'est aussi la distribution, c'est l'exploitation du film. Et ça, vous l'oubliez complètement, parce que la salle, elle doit suivre aussi. Il y a beaucoup de salles qui ont eu d'énormes problèmes pour rénover leur parc.
c'est-à-dire passer du projecteur de pellicule au projecteur numérique. Et le CNC, l'État a financé, je crois, une partie de ces travaux. Mais il y a des salles qui ont fermé, voilà. Des salles qui se sont endettées et qui espèrent après pouvoir amortir. Alors imaginez un truc avec des jeux, alors là on n'en sort pas, hein. Là c'est pas possible. Ou alors il y aura des grands sacrifices. Et j'ose pas imaginer ce qu'ils seront, hein. As-tu déjà vu des fan movies sur le jeu vidéo? Ils reprennent les cinématiques, ils les mettent bout à bout. Et... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, avec des bruitages et tout ça. Oui, j'avais déjà vu ça. Je préfère voir le gameplay du coup. Je n'en ai pas à partager. J'en ai jamais fait. Je préfère faire des best-of, quoi. Ce genre de choses. Je suis pas très friand de ça. Penses-tu qu'avec l'arrivée de GTA V sur PC, cette fameuse option du jeu à la première personne, est-ce que tu penses que ça a une utilité pour les courts-métrages? C'est à peu près la question que tu m'avais posée. Ouais, enfin bon, moi GTA 4, j'ai déjà eu un peu de mal à le faire tourner sur mon PC, donc le 5, j'y pense même pas. Bon, jeu à la première personne, moi, je suis pas convaincu. C'est trop compliqué, alors là, il faut préparer ton découpage technique et tout ça, alors que tu peux pas vraiment te balader. Ce serait un peu bidon, et imagine le nombre de plans qu'il faudrait que tu captures pour faire un truc à peu près potable. Ouais, enfin, je préfère faire un clip qui rende compte éventuellement de l'ambiance, ou d'un clip pour présenter le jeu, que commencer à faire un truc tout compliqué. Ouais, ça peut être utile pour ceux qui aiment faire ce genre de choses, mais en moi, je suis pas du tout intéressé par ça. Je suis désolé d'être un petit peu blasé par tes questions, mais n'y vois pas une incompétence de ma part de répondre à... Mais c'est juste que le jeu vidéo, j'ai tendance à me détacher de ça. Je joue toujours un petit peu à des vieux jeux, mais les nouveaux jeux, je n'y touche pas parce que je n'ai pas les bécanes nécessaires pour les faire tourner dessus, et bien sûr, je n'ai pas de console. Je préfère un PC qui puisse me permettre de jouer à tout type de jeu, que ce soit des vieux jeux, que des nouveaux. Je préfère d'ailleurs utiliser mon PC pour faire du montage vidéo que le combler de jeux que je vais jouer et torcher en 8 heures. Donc personnellement, je suis désolé d'être un petit peu froid devant tes questions, de pas être enthousiaste, mais j'ai tendance maintenant à peut-être un petit peu passer la mode jeu vidéo, je veux dire à haute dose, hein. J'en fais toujours un petit peu, mais c'est toujours un peu des titres connus ou des trucs un petit peu juste pour, tu vois, me défouler en soirée après le boulot. Vraiment un truc comme ça, mais vraiment pas plus, pas la passion, tu vois, des trucs comme ça. Non. Les films, ce que je fais là sur la chaîne, ça prend beaucoup de temps. Alors là, les jeux, non. Ce serait juste pour du défoulage. Je crois que le dernier jeu actuel que j'ai fait, c'était... le Wolfenstein, mais c'était juste parce que c'était du FPS et que j'aime assez ça et que je défonce tout. C'était vraiment dans cette optique. Donc voilà, GTA 5, j'y ai pas joué, donc bon, ma réponse n'est peut-être pas la plus pertinente et je m'en excuse, mais voilà, je pense que quand même tu auras eu, je suis pas sûr, mais que tu auras eu la réponse à tes questions. Ensuite, une question de 1998, Pickerton. Pourquoi n'aimes-tu pas les choses dès qu'elles commencent à être un petit peu extrêmes? Tu crois que cela a une influence sur tes goûts cinématographiques? C'était, je pense, les propos extrêmes. Je pense que c'est ce que tu voulais dire, hein, des propos extrêmes. C'est juste que c'est pas des propos raisonnés. Je trouve que quand les gens deviennent extrêmes dans leurs propos concernant les films, l'argumentaire ne suit pas le propos extrême. Ou alors c'est une espèce de joute verbale de merde. Non mais c'est vraiment ça, hein, tu vois, c'est... Ah mais ça peut pas, mais ça marche pas. Ça marche pas, mais qu'est-ce qui nous permet de dire que ça marche pas? Des fois moi je le dis aussi et je m'en veux, hein, je suis tout à fait conscient de ça, hein. Mais c'est pas facile de trouver un argumentaire et tout ça, c'est pour ça que j'ai tendance à être réservé et des fois à pas mettre mon avis forcément très en avant. C'est que moi-même je me pose beaucoup de questions et je ne veux pas paraître grossier tout simplement en disant ce film il est formidable, le mec il avance rien du tout, hein, les acteurs ils jouent super bien, mais super bien, qu'est-ce que ça veut dire super bien? Mais c'est ça aussi, l'extrémisme est non argumenté, que ça soit en bien ou en mal. Les acteurs jouent bien. Ah ben c'est sûr, si la personne regarde Amour, gloire et beauté, Les feux de l'amour et Plus belle la vie pendant 10 ans et après il tombe sur des films, je sais pas moi, je pense à Birdman là que j'ai vu, ah et c'est sûr, ça change le jeu d'acteur. Enfin ce genre de choses, c'est encore une fois, c'est extrêmement subjectif quoi.
Je crois qu'aucun de nous n'a à part les gens en théâtre ou les spécialistes tout simplement, n'ont un degré d'expertise quant à la façon de jouer, les écoles qu'utilisent certains acteurs ou les écoles dont sont issus certains acteurs. C'est très très compliqué. Et de même que l'extrémisme négatif, ça marche pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ah ouais, quoi ? Moi je pense typiquement à ce que j'ai dit pour Jupiter Ascending, hein. Moi j'ai du mal à me situer parce que en même temps il y a un côté de je ne veux pas moi-même être extrême et arriver comme ça en posant mes couilles sur la table. Ce film il est mauvais. Alors que je le pense vraiment, hein. Alors j'essaye d'atténuer cet extrémisme. Non mais dans les commentaires c'est aussi super vulgaire. Des fois c'est de l'extrémisme insultant aussi, parce que des fois les mecs ils disent ah mais tu dis n'importe quoi, mais c'est de la merde, ce film il est génial. Mais le mec il dit ce film est génial, mais il dit pas pourquoi, hein. Ou alors c'est des trucs... Ce bateau, hein, franchement. Non, mais il faut se poser aussi un peu des questions, quoi. Il faut se remettre en cause la façon dont on critique tout le temps. C'est très difficile. Et ça, c'est un exercice qu'il faut faire tout le temps et ça fait mal. Parce qu'on se rend compte qu'on dit de la merde. Je pense aussi à moi, hein. Je pense à tout. Enfin, je veux dire, on revient à Jupiter Ascending. Quand, par exemple, Durandal dit « Oh, il y a des climax partout ». Il n'y a pas des climax partout. Dans un film, il n'y a qu'un seul climax. Et ce sont des péripéties qui narrent le récit qui sont plus ou moins grandes. Mais il n'y a pas des climax partout, faut arrêter. Voilà, abus de langage. C'est aussi une forme d'extrémisme, l'abus de langage. Non, mais je prends Durandal comme ça, mais la critique était intéressante pour le coup, celle de Jupiter. Elle a trouvé un angle qui permet, et c'est assez cohérent, hein, mais qui permet de voir le film d'une certaine façon qui est assez agréable, finalement, qui est... enrichit l'interprétation qu'on peut en faire, ça c'est bien. Mais voilà, il y a des propos qui sont extrêmes chez n'importe qui, hein, chez n'importe qui. Et ça je n'aime pas trop. Alors moi j'ai tendance à avoir un peu de recul et à être froid et à pas dire clairement mon avis. Et ça vous pouvez le ressentir si vous avez vu beaucoup de critiques. Les analyses c'est vraiment à part, hein. Je suis pas en train de dire ah mais c'est le truc génial et tout ça. Rarement, hein, franchement de mémoire je crois, pas souvent, hein. Mais j'essaie d'être objectif. C'est toujours très difficile, hein. On tend à l'être mais on l'est jamais totalement. Oui, enfin je pense que tu vois à peu près ce que je veux dire. Mais c'est les propos. Quand tu dis tu n'aimes pas les choses dès qu'elles commencent à être extrêmes, je pense que tu parlais des propos, tu parlais pas de films, hein, parce que j'aime bien les films qui vont jusqu'au bout de leurs idées, les films extrêmes. Et pas extrême violence, des choses comme ça, ça c'est à part. Mais oui, dans les propos, oui, c'est un peu ça, quoi. Je pense que tu as un début de réponse, en tout cas, je te remercie. Je te remercie, mon Pinkerton, pour avoir rebondi sur quelque chose que j'ai dit en FAQ et qui t'a interloqué. Et ça, c'est super. Et c'est aussi un peu ce que j'attendais presque. Tu vois, c'est que je fais les premières parties des FAQ et il y a des gens qui me répondent et peut-être c'était des interrogations que tu te posais aussi vis-à-vis d'autres vidéos. Donc c'est très bien que tu me le soulignes et que je puisse répondre à ce propos-là. En tout cas, je te remercie pour ta question. Ensuite, des questions de Maxime Villalonga. Je pense pas que ça se prononce comme ça, j'en suis désolé, mais bon, je le prononce comme ça s'écrit. Quels films expressionnistes allemands recommanderais-tu à un néophyte comme moi qui ne connaît que ce courant par le prisme de Tim Burton ? C'est vrai que je veux vraiment vous faire une vidéo sur l'expressionnisme allemand, mais j'ai jamais le temps et je vois ça comme une énorme montagne que je ne veux pas commencer à escalader. Parce que j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de livres, non, j'ai pas beaucoup de livres, mais j'ai beaucoup potassé dessus, j'ai eu un cours dessus. C'est très très compliqué, c'est très dense comme courant, donc j'ose pas rentrer dedans comme ça. Mais je vous ferai une vidéo, vraiment je vous ferai une vidéo, mais je veux pas me presser pour la faire. Ce sera vraiment un gros machin. Mais si je devais t'aiguiller vers quelques films qui ne sont pas des films trop obscurs, que tu pourrais trouver facilement, il y a des classiques. Il y a vraiment des classiques. Je te dirais Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, qui est un film, je crois, de 1922. C'est l'adaptation. C'est une adaptation, bien sûr, un petit peu cachée, de Dracula, le livre de Bram Stoker. C'est vraiment, je pense, un très bon exemple de l'expressionnisme. Je t'invite aussi à voir un autre film de Murnau qui s'appelle, même plusieurs autres films de Murnau pour le coup. Je pense à l'Aurore de 1927, très très bon film, aux frontières du parlant. Tu le sentiras tout de suite avec la musique.
Il y aura aussi Le Dernier des Hommes 1924 qui a été fait en Allemagne, il me semble, et c'est suite à ça qu'il est parti aux États-Unis pour faire l'Aurore, Murnau. Donc je pense que Murnau, c'est vraiment du très très bon cinéma, c'est très très beau, c'est très comment dire, j'allais dire enivrant, c'est presque ça, les compositions sont dingues, la caméra pour l'époque est dingue. Dingue, dingue. Ok. Attaque. Qui êtes-vous? Jacouille la tripouille, pour moi connais soir. Jacouille, et bon. Attaque. Dingue. Attaque, attaque. Attaque, attaque. Attaque, attaque. Dingue. Ok. Très émotionnel, ça fait très mal parce que ce sont des films qui ne sont pas très optimistes, hein. Et pour l'époque, il y avait déjà quelque chose de violent, mais vraiment une violence psychologique. Dans Le Dernier des Hommes, c'est quelqu'un qui est un portier, un vieux monsieur, et qui fait pas très bien son boulot, et il va se faire virer, enfin, il va être dégradé au rang de Monsieur Pipi. Donc il est dans les toilettes, il tend les serviettes aux gens et tout ça, c'est assez terrible. Le film est assez terrible et il procure cette sensation de... Et justement le mec, voilà, il est dans les toilettes, c'est quand il est allé chez lui dans son quartier, il était un petit peu vénéré parce qu'il avait le costume, il avait l'uniforme. Pour garder cet uniforme, mais il l'a stocké quelque part, et dès qu'il sort de son boulot dans les toilettes, eh bien, il remet l'uniforme pour revenir chez lui. C'est cette idée de l'uniforme et ne pas être humilié. Et ça fait tellement écho à ce qui se passait en Allemagne quand ils ont perdu la première guerre. Il y a eu une espèce de traité, un diktat comme ils appellent ça. L'Allemagne était humiliée, et ce film retranscrit tellement cette sensation, ce malaise allemand, et l'expressionnisme allemand de base, c'est une expression du malaise. En poésie, en musique, vraiment, c'est un mouvement global, hein, qui n'a pas été uniquement cinématographique, ça a été dans la peinture aussi, enfin il y a tellement de choses, c'est tellement dense. Je te proposerai aussi quelques films de Fritz Lang, je te dirais peut-être... Le Testament du Docteur Mabuse, je le trouve assez bien. C'est peut-être le plus regardable des Docteurs Mabuse, parce que c'est une série de films, Docteur Mabuse. Aux États-Unis, parce qu'il voulait pas bosser pour Hitler, et je le comprends très bien, il l'a très bien fait d'ailleurs. Je t'invite aussi à regarder peut-être Le Cabinet du Docteur Caligari. C'est pas le premier film expressionniste, mais c'est un film très important. Je crois qu'il date de 1919. Il y en aurait d'autres, mais je pense qu'avec déjà les quelques films que je t'ai cités, tu trouveras ton bonheur. Et puis après, l'expressionnisme allemand s'est développé parce qu'il y a des gens comme Fritz Lang qui ne voulaient pas travailler pour les Allemands. Donc ils voyaient que ça se barrait un peu en sucette, quoi. Et donc les mecs, ils sont partis aux États-Unis. Karl Freund, c'était un chef-op de mémoire, hein. Un chef-op allemand qui faisait super bien la lumière, enfin vraiment comme il le faisait en Allemagne. Et après, il est allé aux États-Unis et je crois qu'il a fait la lumière, ou il a réalisé, je sais plus, La Momie. Donc la version des années 30, quand il y avait toute cette tendance des films d'épouvante avec des grandes figures comme le loup-garou, Frankenstein, Dracula. Il y a eu un film La Momie. Et même tous ces films, même Frankenstein, c'est tiré clairement de l'expressionnisme, parce que les techniciens se déplaçaient aux États-Unis. Et après, le film noir, le réalisme poétique français, c'est une continuité, parce que c'était quelque chose de tellement fort, mais dont les thématiques, après, ont disparu. C'est-à-dire, le contexte politique très important a disparu quand on parlait de film noir, quoi. Et c'est devenu un travail d'ambiance. Le travail politique de l'esthétique du film expressionnisme est devenu un travail esthétique pour une ambiance du film. Voilà, là je le dis, je suis en improvisation totale, mais je pense que c'est un petit peu ça. Donc les films noirs aussi sont intéressants, les films de Jacques Tourneur, voilà, c'est typiquement le cas aussi. Si tu veux sentir vraiment l'expressionnisme allemand dans son contexte politique qui est à la base, la source, je t'invite voilà, à regarder les premiers exemples allemands que je t'ai cités. Très bonne question au passage, en tout cas je pense que tu savais que tu allais me titiller mon attention avec ce genre de questions, puisque j'aime beaucoup l'expressionnisme allemand. Je pense que étant alsacien, c'est peut-être pour ça. Ensuite, deuxième question, comment juges-tu un bon montage? Surtout qu'on n'a pas la connaissance et l'intégralité de ce qui a été filmé. Comment faire la différence entre une idée de mise en scène et une idée de montage? Alors ça, c'est vachement compliqué. Si je faisais des montages de courts-métrages plus souvent, je pense que je pourrais t'aiguiller plus facilement.
Comment juges-tu un bon montage? Alors par exemple, ce que je peux te dire, c'est quand je commençais à faire du montage, j'ai fait des clips et j'utilisais les films. Et j'avais fait un moment un clip avec Commando, le film Commando avec Schwarzenegger, et un autre clip complètement différent qui n'avait rien à voir avec Matrix. Et j'avais jugé que le film Matrix était mieux monté que le film Commando. Et pourquoi j'ai eu cette sensation? Eh bien parce que dans les raccords, dans les placements des personnages et dans la fluidité des mouvements, il y avait quelque chose de plus précis, de mieux travaillé dans les films des Wachowski que dans le film d'action avec Schwarzenegger. On n'est jamais sûr que c'est un bon montage ou non, mais il y a de la performance de montage qui est plus appréciée que dans d'autres choses. Par exemple, monter de la caméra portée, c'est très compliqué parce que la caméra portée, elle est portée, elle bouge beaucoup. Et comment tu veux faire un raccord avec un autre plan qui bouge? C'est très compliqué. Donc il faut trouver un bon moment où on a... à ce moment-là, il faut passer à l'autre plan, pas une seconde après. Il y a une affaire de timing. Les bons monteurs sont ceux qui narrent déjà très bien les suites logiques de plans, mais ce sont aussi des gens qui ont un rythme dans la tête et qui savent qu'à ce moment-là, ils font passer un autre plan. Et des fois, ils savent précisément le plan. Mais j'ai bien remarqué à mon école que le montage est très subjectif et qu'une scène peut avoir diverses interprétations en fonction du montage. Donc à ce moment-ci, on peut imaginer que n'importe quel montage est bon. Mais il y a une façon de narrer, une façon de choisir quand on va basculer sur tel ou tel personnage pour véhiculer une émotion. Et dans certains films, c'est très bien fait, et dans d'autres films, ça pourrait être mieux fait. Il y a des choix qui font qu'il y a des films qui sont plus forts que d'autres, en termes émotionnels bien sûr. Il y a des fois des non-choix, le montage reste en un plan et on fait pas de découpage. Ça aussi c'est un choix de montage. Après, une différence entre une idée de mise en scène et une idée de montage, le réal peut avoir déjà un découpage dans la tête. Donc à partir de là, on est un peu limité nous les monteurs. Mais ça reste après du montage. Mais c'est un montage qui ne permet pas au monteur d'avoir une expertise, de faire état de son talent. Le montage, je pense, ça va être un peu pompeux ce que je dis, mais c'est pour parodier la phrase d'un prof. Un bon montage doit résonner au diapason de son histoire. Ça, c'est de la phrase intellectuelle, mesdames et messieurs. Oui, non, mais c'est ça. Montage qui doit rendre compte de son histoire et qui doit pas être à contre-courant. Ou alors, c'est un effet esthétique qui doit avoir un sens. Parce que je pense par exemple à des films péchus, des trucs comme ça, et pourquoi donc? Un bon montage, typiquement j'avais balancé sur mon Facebook un tout petit truc sur Tekken 3. Je disais que Tekken 3 était très mal monté. Eh bien parce qu'il y a un problème de point de vue. À un moment, il y a Liam Neeson qui saute par-dessus une barrière dans une course-poursuite. Et le problème, c'est qu'on fait une alternance, donc du montage, entre des points de vue très différents. Et des fois, des gros plans qui restent là une poignée d'images. Et du fait que tous les angles de caméra ne se placent pas dans un arc de 180 degrés, eh bien, il y a une confusion qui s'installe. Une confusion créée par le montage de tous ces plans et de tous ces points de vue. Pour le coup, c'est une mauvaise mise en scène et un mauvais montage. Mais on peut se poser la question, pourquoi ils ont fait comme ça? Parce que ce sont pas quand même des gens cons, ils le font pas exprès, c'est pour créer une confusion parce qu'il y a une adrénaline. Il y a une perte de repères, parce que le personnage est poursuivi et lui-même perd ses repères. Le problème est que ce sont des cadres très resserrés, c'est très étouffant, et quand c'est monté si rapidement, c'est pas lisible. Et il y a un grand enjeu de la lisibilité quand on parle de montage. Les choses doivent venir naturellement. Et si tout d'un coup on fait un montage qui n'est pas logique, c'est pour créer une rupture. C'est un style qui amène quelque chose. Mais est-ce qu'au bon moment, est-ce qu'on peut faire ça? J'avais un peu la même réflexion pour Tekken 2, mais ce sont des choix intéressants pour le montage. Mais ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. De la caméra qui bouge dans tous les sens, un montage très très serré, Paul Greengrass, pour moi, c'est le meilleur. Pour du cinéma en caméra portée, un montage très serré, franchement, en termes de film d'action, c'est le meilleur Paul Greengrass. Il n'y en a pas d'autre. Autrement, je sais pas, je tourne un peu en rond dans ta question, mais je pense que tu as déjà quelques pistes pour t'aiguiller dans ta réflexion. Oui, un bon montage, c'est une fluidité, c'est une narration, c'est faire un montage qui corresponde non seulement quand même à ce que voudrait le réal, mais après c'est lui qui doit tourner ce qu'il faut, et qui correspond à l'idée du film. Ensuite, on n'est plus trop loin de la fin, c'est pas trop tôt, nous avons des questions de Quento Zix. Quand le public parle de cinéma, on entend souvent parler de réalisateurs et des acteurs, mais le montage passe au second plan.
comme une seconde écriture de l'œuvre pour la finaliser. Trouves-tu dommage d'être relégué au second plan où ça t'est égal? Là, quand tu fais cette comparaison, c'est plus au niveau de la promotion du film même. La promotion du film, c'est une sorte aussi de show, de spectacle. Il faut faire rêver le spectateur. Donc l'acteur, il est là parce que quand tu as l'affiche, t'as le nom de l'acteur, t'as pas le nom du monteur en grand. Donc les gens vont voir le film pour l'acteur et donc le monteur. Bon, c'est peut-être celui qui sait le plus de choses sur le film, mais c'est pas forcément lui qu'on va aller chercher pour parler de cinéma. Surtout que les monteurs, ce sont des gens qui ont choisi un métier où on est très peu exposé aux autres. C'est aussi un choix par rapport à éventuellement à une psychologie. Même si des fois on souhaiterait un peu plus peut-être, je sais pas moi, dire la vérité sur le film, faire entendre notre expertise sur le film, sur ce qu'est le film au tournage et sur ce qu'est le film au final. C'est pas forcément un mal, mais on sait ce qu'on vaut. Les monteurs savent ce qu'ils valent quand ce sont des monteurs de films et ils sont relayés au second plan, voire même plus loin, mais ils savent que dans l'ombre, c'est eux qui ont quasiment fait tout, quoi. Qui sont repassés par le scénario, qui ont tout redécoupé, qui avec le réalisateur ont tout monté. Ils savent ce qu'ils valent, hein, donc c'est tout. Il faut faire son boulot et de toute façon quand on est monteur, on n'est pas là pour faire les cacous et se mettre en pleine lumière. Ça, on laisse ça aux acteurs. Ils se débrouillent tellement mal. Non, ça m'est complètement égal. Dans la continuité par rapport à mon métier, peut-on savoir sur quelle œuvre as-tu travaillé? Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie en gros? Ouais, il faut pas penser que le monteur, c'est le monteur du film, ça c'est l'image glamour, c'est l'image la plus répandue, la plus populaire. Moi en ce moment je travaille à la télévision, je ne peux pas vous dire précisément ce que je fais, enfin en termes de sur quoi je travaille, mais ce que je peux vous dire c'est que je suis en train en ce moment de réduire la durée d'une série. Voilà, je réduis la durée d'une série pour qu'elle rentre dans des cases d'antenne. Ça paraît comme ça, à vos yeux, peut-être un boulot un peu ingrat, de redécouper. Imaginez, on va redécouper Game of Thrones, il faut enlever des scènes. On vous dit, non mais c'est pas possible. Mais oui, bah en attendant, il y a des monteurs qui le font, et moi je suis un de ces monteurs. Ça me dérange pas, parce que pour moi, ça m'apprend à essayer de trouver ce qui est pas utile dans l'épisode, et de trouver des coupes de montage qui sont intéressantes pour pas que ça choque. Et c'est ça le challenge, et c'est ça qui est en fait stimulant dans cette mission-là qu'on m'a proposée. En termes, on va dire, professionnels, cinéma, court-métrage, là c'est vrai que ça pêche pas mal. J'ai pas tellement d'entrées. Après, on fait comme on peut, hein. Moi je suis déjà content de faire de la post-prod, hein, et pas qu'on m'envoie je sais pas où. Alors on va faire script, ah bah, excusez-moi, hein, moi je suis plus dans le montage. Bon, voilà, donc je suis en ce moment sur ce genre de choses. Tu vois, c'est les œuvres, il y en a pas encore, hein. Je suis déjà content de travailler en post-production, c'est ce qui m'apporte. Et de travailler pas sur des trucs qui me dépassent. Par exemple, je suis pas un graphiste. Je pense que ça vous en êtes rendu compte. Moi, je voudrais avoir des trucs super chiadés en vidéo, des trucs comme ça. Mais non, mais je peux pas parce que je n'ai pas la puissance, je n'ai pas la bécane, tout simplement pour le faire. Et je n'ai pas la compétence pour faire la chose bien et rapidement. Et à la limite, je préfère même pas presque l'avoir, parce que ça me permet après de demander à des vrais spécialistes de faire la chose plutôt que moi essayer de bidouiller le machin. On nous force en fait à faire tout, à faire du mixage, à faire de l'étalonnage, à faire du montage, du graphiste et tout ça. Et ça, c'est assez pénible. Je vais pas en dire davantage. En tout cas, je te remercie pour tes questions. Ensuite, tes dernières questions, mais ça c'est formidable. Dernière question de Armand Scardon. Je sais que tu es monteur et non réal, mais as-tu des idées de films? Je crois qu'on en a tous, honnêtement, on a tous des idées dans la tête, des œuvres dans la tête qu'on voudrait bien faire. Oui, j'en ai. Après, ce que j'imagine, ça, on va dire que ça regarde que moi, mais après, là, comme ça sur le coup, je pense à des trucs, mais je me souviens plus vraiment des véritables idées, mais ça restera du fantasme. C'est des trucs, jamais je réaliserai des choses pareilles. Non, mais ça sert même pas, ça sert à rien d'essayer de se torturer l'esprit en fait. C'est des trucs qui restent dans notre esprit et on souhaite toujours peut-être voir ça à un moment au cinéma. Hein. L'année prochaine, on aura un film Warcraft. C'est incroyable. Tu vois, c'est le fantasme. À défaut de pas pouvoir y arriver moi-même, bien sûr, hein, faut pas se faire une montagne dessus, mais je veux voir un film Warcraft. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais ceux qui jouent, ne serait-ce que ceux qui jouent à World of Warcraft, moi j'ai joué au Warcraft 2, et moi ça me touche vraiment beaucoup, quoi, ce film. Donc, il y a des idées de réal, des idées de scène, des trucs dans la tête, mais
Je sais que je suis pas apte à faire de la réalisation. Moi, je vais pas en dire davantage, mais oui, bien sûr, je pense que toutes les personnes qui travaillent un peu dans le cinéma ont des idées, des petites ou des grandes. Donc, faut même pas imaginer le contraire, j'ai envie de dire. As-tu des idées novatrices pour révolutionner le montage? Alors ça, je crois que j'avais déjà répondu dans une autre FAQ, c'était dans la précédente. J'ai pas dit que j'allais révolutionner le montage, hein. Alors là, j'ai jamais dit que j'allais faire une quelconque révolution. Et puis, honnêtement, tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est de la redite de très très vieux films, de techniques de très très vieux films. Ce sont des théories qui ont été placées très très tôt dans le cinéma. Et maintenant, il n'y a rien d'autre qui se fait. Pour révolutionner le montage, il faudrait révolutionner le tournage. C'est-à-dire que la personne pense le tournage pour après que le montage soit vachement chiadé. Là, j'ai fait un insert de telle ou telle chose, on va les monter rapidement. Voilà. Mais c'est en aucun cas mon idée de faire une chose pareille. Il n'y a plus d'idées novatrices pour révolutionner le montage. Après, ce serait vachement gonflé de ma part. Oh, je vais avoir des idées révolutionnaires. Non, non, non. Ouais. Celui qui me dit, oh, j'ai une idée révolutionnaire pour le montage, je doute que ça puisse être le cas. Après, dans la construction même du film, après il y a des gens qui vont révolutionner le montage avec des logiciels, avec des plugins. Oui, ça bien sûr, mais là ce sont des électroniciens, ce sont des inventeurs, des informaticiens. Là c'est même plus mon domaine de compétences. Donc bon, j'essaye de voir un peu l'ensemble de ta question, mais là ça rentre même plus dans le domaine audiovisuel pur. Là, c'est carrément du domaine technologique. Toutes les boîtes de télé ont un service technologique qui s'occupe de mettre en place les ordinateurs et tout ça. Donc eux, ils peuvent peut-être révolutionner le montage en plaçant des logiciels qui facilitent plein de choses ou qui préparent tout plein de configurations. Et après, le monteur, il a juste à s'installer et c'est parti mon kiki. Donc là, c'est des choses qui rentrent même plus dans le cadre du montage. Mais non, je pense pas qu'il y a des idées rénovatrices et je pense pas encore moins en avoir moi-même. Là, en tout cas, en ce moment, hein, ça c'est sûr. Voilà, cette 7e partie et dernière partie de la FAQ est terminée. Je crois que je suis bien le seul dans tout YouTube à faire des FAQ aussi longues. Mais je suis désolé pour les 50 minutes et les espèces de gros pavés, mais je crois en même temps que c'est un petit peu nécessaire. Vous vous posez des questions. Et dans quel cadre peut-on y répondre si ce n'est dans une FAQ? C'est évident pour moi qu'il faut que je prenne le temps. Et cette année encore, j'ai pu prendre le temps pour vos questions. Ça, c'est formidable. Peut-être l'année suivante, ce sera plus possible. Je devrais faire plus court dans mes réponses. En tout cas, le gros corps n'est pas battu. Donc, je ne m'avoue pas encore vaincu. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions encore. Hein, mais ce sera pour la FAQ prochaine. C'est-à-dire dans un an. Oui, mais il y en a qui m'ont posé des questions et ils n'ont pas été déçus du voyage. Mais encore une fois, il suffisait d'attendre un petit peu. Ils ont attendu 1 an et ça a été bon. Je tenais aussi à vous dire que récemment j'ai trouvé des choses très très bizarres. J'ai une réclamation de la Warner Bros concernant la critique de Jupiter Ascending, très étrange, alors qu'il n'y avait pas raison de s'affoler puisqu'il s'agissait de screenshots, de capture d'écran sur la bande-annonce. Ils m'ont reconnu quand même comme étant un contenu audiovisuel appartenant à la Warner, leur gros problème. Mais il se trouve qu'avec une petite contestation très claire, je suis passé au travers du scanner de YouTube. Donc ça me fait très plaisir, je tenais quand même à vous le dire parce que toutes ces vidéos et cette chaîne, ça prend beaucoup de temps. Le bloc opératoire pour toutes les vidéos est le même, donc si tout d'un coup il y avait un problème avec une vidéo, il faudrait que je remette en cause absolument tout le travail, donc ça c'est important quand même de le signaler. Et autre chose, j'ai trouvé une chaîne sur YouTube qui a un contenu très très similaire au mien. En fait, ce sont mes vidéos qui sont réuploadées. Je ne sais pas du tout pourquoi, je ne sais pas par qui, mais en attendant ça se fait. Alors bon, il ne propose aucun autre contenu, donc c'est simplement du pillage. Cependant, je me suis dit que ça ne servait à rien de crier sur tous les toits, puisqu'il fait aussi la promotion de mon travail, puisque ce n'est pas sa voix qu'on entend, c'est la mienne. Donc au final, même si ça accapare des vues ou des abonnés, ça reste mon travail, ça reste ma pensée et mes vidéos. Donc je ne vois pas, enfin je vois moins, on va dire, toujours un petit pincement de cœur, mais ça ne fait pas plus de mal, on va dire. Je m'attendais à ce que ça me fasse plus de mal, mais en fait, bon, déjà le temps qu'il soit reconnu, le temps que les gens viennent, moi je serais déjà parti très très loin dans les vues et les abonnés, donc c'est même pas un problème en fait. Mais je tenais quand même à vous dire qu'il y a des choses très étranges qui commencent à arriver, et ça veut dire peut-être que je commence à être reconnu. Quand on s'aperçoit de choses comme ça, très très bizarres, enfin bref.
déjà de nouvelles perspectives. En tout cas, je vous remercie pour avoir suivi ces longues FAQ. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les longues vidéos, donc voilà, vous avez eu votre quota. Quant à moi, eh bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et sûrement que la prochaine, ce sera une critique de Chappie, donc le film de Neil Blomkamp. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!